Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la RTVS1, comme d'habitude, vous êtes branchés sur votre émission Au cœur de la société. Aujourd'hui, je reçois pour vous le coordonnateur national de la Fondation Auguste Mampouya Forever. Il s'appelle Maître Trésor Lungungu. Et avec lui, nous allons une fois de plus décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Et puisque c'est lui qui nous reçoit chez lui, alors, Maître Trésor Lungungu, merci pour cette opportunité. D'entrée des jeux, la plus grande question, vous êtes analyste politique, vous suivez la politique de la RDC de près. La CENI ne semble pas trouver de solution. Quand j'ai dit solution, c'est-à-dire que les confessions religieuses, une fois de plus, après les 72 heures, l'air accordé par le président de l'Assemblée nationale, on constate qu'il y a une fois de plus un blocage. Et ça va de blocage à blocage. Ils ne sont pas en mesure de trouver un consensus autour d'un candidat qui pourra succéder à Corneille Nangaa à la CENI. Vous êtes mieux placé pour décrypter cette actualité. Et qu'est-ce qui va se passer en cas de blocage perpétuel? Non, en cas de blocage perpétuel, c'est qu'on sera en retard dans la tenue des élections. Tout ça, c'est parce que certains acteurs politiques ont des agendas et des plans cachés, très malveillants. Et quand on avait déjà annoncé la candidature de Ronsard Malonda, c'était à ce moment-là parce que qu'il fallait mettre en place les bureaux. Mais vous avez vous-même suivi l'actualité, vous avez vu comment on a diabolisé la candidature de M. Ronsard Malonda, qui pourtant, sur le plan des connaissances techniques, fait partie de jeunes qui maîtrisent bien ces domaines-là. Bon, aujourd'hui, là, on est en train de discuter d'un homme, alors que le Congo compte plusieurs autres compatriotes qui peuvent nous aider à faire ce travail. Moi, je pense que les problèmes, c'est du côté de la famille politique du président de la République. Ça, il ne faut pas qu'on se voie à la face. Les ficelles sont tirées de ces côtés-là. Quand on doit jurer par le nom de M. Kadima, ça ne met pas en confiance les autres acteurs politiques. En tout cas, ça ne met pas en confiance. Je pense que la solution était celle proposée par les prêtres catholiques. Puisque le président de la République, qu'il n'oublie pas que l'opinion est en train de les regarder, il avait refusé la nomination de Malonda sur le fait que l'Église catholique et l'ECC sont sur le plan du nombre des Congolais qui pratiquent cette foi-là, ces deux fois-là, les plus majoritaires. Il ne faut pas qu'ils fassent de la majorité en nombre. La majorité en nombre, vous allez prendre les orthodoxes, ils sont combien, les kimbanguistes, ils sont combien, les musulmans, ils sont combien. Mais vous allez réunir 6 dans les représentativités sur le plan national. Oui, mais sur le plan de la représentativité, les protestants et les catholiques, les présidents de la République, quand il s'agissait des Malonda, avaient considéré qu'ils étaient majoritaires. Et quand vous lisez les statuts qui organisent les confessions religieuses en République démocratique du Congo, c'est l'Église catholique qui préside. Exactement. Et l'ECC est comme en second lieu. Voilà, en second lieu. C'est l'Église catholique et l'ECC qui transmet les PV. Il faut qu'on respecte les statuts. Quand on dit l'Église catholique, les présidents et les vice-présidents signent les PV que l'on transmet, il n'appartient pas à Dodo Kamba, il n'appartient pas à quelqu'un d'autre de les faire. Je pense qu'à ce jour, il y a un plan. Hein, je suis désolé, peut-être qu'ils n'ont pas eu un plan B. Les plans, c'était Kadima ou rien. Et voilà pourquoi ça bloque. La solution pour sortir de cette histoire, qu'on mette Kadima de côté, qu'on trouve un autre candidat. C'est simple. À vous entendre parler, le blocage vient directement du régime en place, qui, à l'entendre parler, pense que pour eux, on doit aller aux élections en 2023, il y aura élection ou rien. Et sur les faits, on constate autre chose. Alors,
Moi, je voudrais savoir dans ces cas précis, est-ce que ces fameux dialogues qu'on entend en gestation, qui pourraient surgir avant 2023, donc, par rapport au plan qui se présente, pensez-vous que ça soit possible? Bon, disons que quand il y a un blocage politique comme ça, généralement, la solution ne vient que d'un consensus qui va se dégager au sein de la classe politique. Mais malheureusement, comme nous le savons, c'est un consensus qui est préjudiciable au peuple parce que le peuple ne tirera aucun autre bénéfice. Nous, à Asamaf, nous avons toujours souhaité que les consensus soient les modes de gestion constitutionnelle de l'État. Qu'on fasse du consensus une obligation, de sorte que quand on sort des élections, que toute la classe politique, au prorata des résultats de chacun, participe ce que nous appelons démocratie consensuelle. Mais là, ils vont encore une fois nous donner raison. Il y aura un problème de société, un blocage. Ils vont retourner à un consensus des circonstances, alors qu'il faut faire du consensus un mode permanent de gestion de l'État. J'aimerais être plus clair que dans les dossiers de la CENI, nous ne voudrions pas que le président de la République se contredise. Comme il avait dit au sujet de Malonda que l'ECC et l'Église catholique sont majoritaires et qu'il n'y a pas de solution en dehors du consensus, le président de la République doit exiger le consensus. Comme c'était fait pour Malonda, ça doit être le cas pour tout le monde. Mais l'Église catholique a tenté d'entrer en contact avec le chef de l'État sans succès. Bon, peut-être que son agenda était chargé, mais je ne les vois pas. Je ne les vois pas se mettre dans la logique d'affrontement avec l'Église catholique. Parce que l'opinion s'étonnera. L'Église catholique a sauvé, vous vous rappellerez, les gens oublient trop vite, lorsque, après les dialogues de la Cité de l'Union africaine, l'AMP, la famille politique du président Kabila, a refusé un autre dialogue. Les prêtres ont été reçus par le président Kabila. Malgré l'opposition farouche de sa famille politique, le président Kabila a ordonné aux prêtres d'ouvrir un autre dialogue, un dialogue qui avantageait l'UDPS. Je pense que le président Tshisekedi ne peut pas aujourd'hui. Nous avons vu que le président Kabila était tellement humble, jusque malgré les points de vue hostiles de sa famille politique, a reçu les prêtres et a écouté les prêtres. Ils ont ouvert les dialogues de la Saint-Sylvestre. Donc je crois qu'aujourd'hui, il va nous étonner à mal s'il s'opposait à apprendre langue. Et puis, généralement, l'histoire donne toujours raison aux prêtres. Il peut refuser aujourd'hui, ça va les rattraper 3 ou 4 mois après. Oui, c'est ce que l'histoire nous renseigne. Oui, l'histoire nous démontre, à moins qu'il écrive son histoire, quand on ignore l'histoire, il nous rattrape toujours. C'est difficile. C'est le moment qu'il entende la voix de la majorité des Congolais, parce que lui-même a écrit, quand il écrivait à Mme Mabunda, que sans l'Église catholique et l'ECC, il ne pouvait pas approuver la candidature de Malonda. Donc, dans le cas d'espèce, c'est la même chose. Il ne peut pas faire autre chose. Et il faut que les amis qui sont dans le groupe de Dodo Kamba mettent de côté les noms de Kadima, qui a beaucoup d'autres Congolais. Mais l'Église kimbangiste, puisqu'il vient de là, ne jure que par Denis Kadima ou rien. Mais qui a dit que le président de la CENI ne peut venir que de l'Église catholique? Non, cette fois-ci, l'Église kimbangiste a proposé. Il n'a jamais proposé un candidat. Non, mais c'est l'Église kimbangiste qui avait proposé Malonda. C'est l'Église kimbangiste qui avait proposé les mêmes Malonda. Voilà, donc ce n'est pas la première fois. J'ai dit qu'il n'est pas dit que le président de la CENI viendra de l'Église catholique. Il viendra du consensus qui trouvera les confessions religieuses. Exactement. Voilà. Il peut venir de l'ECC, il peut venir des orthodoxes, il peut venir des musulmans, mais pourvu qu'il fasse l'objet d'un consensus. Personne n'a dit qu'il viendra des kimbangistes. Mais à un moment donné aussi, ils doivent s'arrêter et se regarder. Ils peuvent se demander ce que Dieu est en train de dire. Eux, c'est la honte. Ils ne voient pas la misère dans laquelle le peuple est en train de couper. Ils se disent hommes de Dieu, entre guillemets. Moi, je pense que la solution, à un moment donné, il y a un prof d'université qui raconte beaucoup de choses, qui disait qu'il faut dépolitiser les confessions religieuses. Ça n'a aucun sens. Les confessions religieuses sont déjà apolitiques. Mais comme les animateurs sont des humains, ils ont des penchants, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement dire que le président de la CENI viendra de l'Église catholique et le vice-président, les premiers vice-présidents de l'ECC, peut-être les deuxièmes des églises de réveil, les rapporteurs des musulmans. Mais vous êtes quand même d'accord avec la Mouka qui pense plutôt qu'on devrait
Quand j'ai dit dépolitiser la CENI, c'est de cette façon-là officiellement rendre la présidence de la CENI aux membres de la société civile. Exactement. Non, non, pas seulement parce que le président de la CENI est issu de la société civile, confession religieuse. Non, ainsi que tous les bureaux. Non, moi j'ai dit toute la CENI. Voilà. C'est par cette solution-là qu'on évitera qu'à chaque cycle électoral, qu'on revienne sur ces débats. Quand on laissera la CENI dans son entièreté. Mais connaissant la RDC, vous ne pensez pas que en faisant ça, une fois de plus, cette même CENI ou société civile sera inféodée une fois de plus par les politiques? Non, non, il faut toujours définir des règles qui nous mettent à l'abri de cette inféodation. Il y aura toujours des tentatives, mais lorsque la règle est claire, aujourd'hui nous savons que c'est l'Église catholique qui est le numéro 1. Moi je suis protestant. Mais c'est l'Église catholique qui est le numéro 1. Donc l'Église catholique désignera en son sein. On peut prendre le président de la Sénéco ou le cardinal ou l'archevêque de Kinshasa ou quoi, président de la CENI. C'est une règle claire. On dit à l'ECC, soit les représentants légaux ou le président de telle commission de l'ECC est automatiquement vice-président de la CENI. On dit celui qui exerce la fonction de représentant légal des églises de réveil est automatiquement deuxième vice-président. On dit celui... Et c'est fini, la règle, elle est simple. De sorte que vous verrez que les représentants, le président de la CENI est là, le vice-président contrôle le président, le deuxième il contrôle, les rapporteurs viendront des musulmans, les rapporteurs adjoints, les trésoriers, donc ça, les questeurs viendront donc il y aura équilibre, mais il faut que l'on dépolitise la CENI. On ne va pas dépolitiser les confessions religieuses. J'ai entendu avec regret un professeur d'université dire c'est une honte. On va dépolitiser la CENI en mettant de côté l'opposition et la majorité, qu'on laisse la CENI. La seule solution, et vous verrez que chaque cycle électoral, si on ne trouve pas cette formule que je donne, on aura les mêmes débats. Loin de moi l'esprit de verser dans des polémiques, mais on semble constater qu'à SAMAF, qui est la fondation Auguste Mampouya-Forêt, semble avoir des acquaintances avec le FCC. Mais actuellement, malheureusement, la Mouka se bat seule pour valoir ou encore exiger à ce que les élections se tiennent dans les délais en 2023. C'est-à-dire que Assamaf n'est pas au FCC. Au FCC, il y a... Des acquaintances. Mais au moins, il y a des acquaintances. Bon, je peux dire que l'acquaintance, c'est le fait que les RADER, qui est le parti qui dirige notre paragon, notre modèle, les profs Mampouya est membre du FCC, mais Assamaf a ses points de vue qui rencontrent aujourd'hui les points de vue du FCC, avec plaisir d'ailleurs, parce que l'opinion est en train de plus en plus de se rendre compte que les points de vue du FCC sont des points de vue rationnels, contrairement à ceux qui sont dans la manipulation. Et ça n'aide pas les Congolais aujourd'hui à espérer à des élections libres, transparentes et démocratiques en 2023. Les Congolais doivent apprendre à faire la politique proprement. Ce qui étonne les Congolais, c'est qu'ils savent que quand on est dans l'opposition, on doit mentir, on doit détruire. On a vu l'opposition que l'UDPS a faite contre le président Mobutu. En quelque sorte, quelque part, si on est arrivé où nous sommes là, ce sont les marches de l'UDPS. On a détruit. Quand le président Laurent Désiré Kabila est arrivé, la même opposition. Une opposition d'intransigeance, d'intolérance non républicaine qui ne reconnaissait personne. L'UDPS n'a jamais reconnu X comme président de la République. L'UDPS a fait son président de la République sous les manguiers, vous voyez. Donc c'est ça. Aujourd'hui, ils sont étonnés de voir qu'un opposant appelle le président Tshisekedi président de la République. Respecter le président Tshisekedi en tant que... Et ça étonne. Pour eux, ce n'est pas de l'opposition. Mais cela ne vous empêche pas de sortir dans les rues de Kinshasa. Non, les moments venus. Revendiquer. Parce que 2023, c'est pour demain. Vous venez de le dire. Et que déjà, on est en retard par rapport à l'installation du président de la CENI. Et pourquoi attendre pour que le FCC ou pourquoi pas la SAMAF puisse organiser une marche, par exemple, pour exiger la tenue des élections? Je dois vous dire que les FCC a de la chance. Les FCC a de la chance de compter parmi ses membres des cadres expérimentés qui ont dirigé ces pays, qui ont résolu ces problèmes que nous connaissons. Ils savent, ils attendent les bons moments parce qu'ils comptent sur la bonne foi de ceux qui ont la décision aujourd'hui. Mais ils savent qu'il y a encore les moyens de sauver les choses. C'est pourquoi ils observent. Vous savez, la différence entre ceux qui dirigent aujourd'hui, qui tâtonnent, qui font les stages,
qui font les stages et ceux qui sont dans l'opposition. Après 18 ans, dont les résultats ne sont pas aussi fameux que ça. Non, cette histoire de 18 ans, c'est une honte. Le président Mobutu avait fait 32 ans. Vous n'avez jamais entendu le président Kabila arriver dire non, à cause des 32 ans, je ne peux rien faire. Mais en 32 ans de Mobutu, au moins, il y avait des choses, des résultats. Non, en 32 ans, il faut demander quand en 2001 ou en 97, 97, quand l'AFDL est arrivé ou quand le président Kabila Joseph a pris le pouvoir, les fonctionnaires touchaient combien? Les professeurs d'université touchaient près de $50. Aujourd'hui, ils sont à près de 3 millions de francs congolais. C'est grâce à Kabila. S'il vous plaît. Non, c'est-à-dire que le président Kabila, et je ne vais pas me mettre dans ces débats, parce que trouve-moi un cadre où on fait cette émission, je vais te démontrer. Aujourd'hui, c'est le premier ministre Muzito et le premier ministre Gizenga et Matata qui ont fait en sorte que les salaires et des fonctionnaires, aujourd'hui il y a des fonctionnaires dans l'administration publique qui touchent $900. Aujourd'hui, les professeurs d'université, les médecins, les magistrats, c'est sous le président Kabila. Je ne vais pas faire son bilan. Tous les Congolais voient la différence aujourd'hui. Mais j'aimerais dire que ce qui étonne les gens et qui ne croient pas que l'FCC est dans l'opposition, c'est parce que l'opposition du FCC s'est fait avec la tête. Ce n'est pas une opposition de la manipulation. Vous voyez, quand les gens sont, même quand ils sont au pouvoir, ils mentent. Et voilà, ils pensent qu'on est politicien quand on est dans les mensonges. C'est pourquoi ils sont étonnés. Non, je crois que vous trouverez les résultats de la stratégie du FCC bien après, bien que je ne suis pas dans les organes du FCC. Et nous, à Assamaf, nous attendons le moment venu. Nous attendons parce que nous espérons qu'il y a encore de la chance. Le président de la République a déjà indiqué la voie à suivre. Il faut le consensus. Sans l'ECC, sans l'Église catholique, il n'y aura pas de solution. Il va nous contraindre à adopter une autre attitude quand il va violer son propre principe qu'il avait énoncé au moment de la candidature de Malonda. Pensez-vous qu'il y aura élection en 2023? Il est possible si aujourd'hui, déjà, c'est vrai, en rejetant des mauvaises fois la candidature de Malonda, on s'était déjà mis en retard, mais si on est consciencieux et qu'on veut bien faire les choses, si on désignait un président, si on mettait le bureau définitif de la CENI aujourd'hui et qu'on commençait à travailler, il n'est pas tard qu'on organise les élections comme le veut la Constitution. Les gens sont en train de préparer un glissement, mais l'on sait qu'un glissement est toujours... Le président Kabila, malgré l'arrêt de la Cour constitutionnelle, qui interprétait le fait que face à un blocage comme celui-là, les présidents de la République resteraient en fonction, le président de la République a tendu la main à l'opposition. Il n'a pas fait ces 2 ans de glissement seul. Il a eu comme premier ministre Badibanga et Chibala, de l'UDPS. Donc il ne faut pas que les gens croient qu'on les laissera. Les dissidents de l'UDPS. Non, ils étaient de l'UDPS. Ils ne se sont pas mis d'accord au sein de l'UDPS. Ça, ce n'était pas le problème de la nation. On cherchait un candidat UDPS. Un camp de l'UDPS est resté dans l'extrémisme et notre camp est venu. Donc voilà, ça c'est les problèmes internes à l'UDPS. Nous, on n'avait pas à entrer dedans. Mais ce qui est sûr, c'est que le président Kabila a composé et de manière pacifique, paisible, avec les premiers ministres, 2 premiers ministres de l'UDPS. Et c'est passé. Donc il faut que nos amis de l'UDPS arrêtent avec les stages qu'ils font, qu'ils apprennent que quand on gère l'État, il y a des principes qui gouvernent la gestion de l'État. On ne gère pas l'État comme une boutique ou comme un parti politique. L'État, c'est autre chose. Quand on devient homme d'État, on doit être élégant, on doit respecter certaines normes. Ils doivent s'habituer. Et c'est déjà 3 ans. Je crois que le président Kabila, de 2001 déjà, quand il est arrivé en 2004, c'était différent. On sentait un homme... C'est parce qu'il avait des bons conseillers? Oui, le président Kabila, en même c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui reconnaissait ses limites. Et il avait besoin des gens, il entendait le conseil. On apprend aujourd'hui que c'est difficile que les conseils des collaborateurs passent. Voilà, donc c'est la grande différence. Et Dieu merci, les temps, c'est les meilleurs juges. On avait beaucoup trop insulté le président Kabila. Aujourd'hui, sa méthode semble être réclamée parce que le pays est en train vraiment de descendre dans le gouffre. Mais que prévoit la Constitution si notamment aujourd'hui les confessions religieuses n'arrivent pas à se mettre d'accord? Est-ce qu'on doit revenir une fois de plus au président de la CENI, au président de l'Assemblée nationale, pardon, l'honorable Mbosso, ou c'est le chef d'État qui va trancher? Non. La solution viendra des confessions religieuses.
Non, j'ai entendu le président de la République dire... Après moult tractations. Non, ils le doivent. Ils le doivent. Les règles disent que l'Assemblée valide les candidats présentés par les confessions religieuses. Dans le PV uniquement. Ce n'est pas à l'Assemblée de présenter un candidat. L'Assemblée valide et le président confirme. Les candidats présentés par les confessions religieuses. On ne fera pas le contraire. Ils doivent s'entendre. Et la solution que proposaient les prêtres et les CC, c'est la meilleure. Ils ont mis de côté et les candidats de l'ECC, de l'église catholique et Toboko, je ne sais pas là, on l'a mis de côté, mettez de côté Kadima. Il y a d'autres candidats. Cyril et Botoko est mis de côté, mettez aussi de côté Kadima. Paul Sampo par exemple. Voilà, c'est un nom. Ils sont nombreux. Il y a Loumou Sylvain, il y a Paul Sampo, ils sont nombreux. Prenons quelqu'un d'autre. Pourquoi vous jurez à tout prix par le nom de Kadima? Et ce qui est bizarre, vous êtes sur les réseaux sociaux, ce sont les partisans d'un parti politique qui défendent Kadima. Mettez, vous êtes dans une compétition, Vita doit jouer contre Imana. Les supporters de Imana exigent un arbitre. Non, c'est cet arbitre-là. Mais vous pensez que ce match-là va avoir lieu? Ça cache... Non, ça fait peur. Non, je vous dis que nous tous, nous avons peur. La manière dont le nom de Kadima est défendu, non, un président de la CENI doit être neutre. Mais on sent déjà dans les combats qui est mené dans les réseaux sociaux, c'est comme si on voulait de lui comme un arbitre acheté. Non, en tout cas, les matchs ne vont pas avoir lieu. Une autre question, s'il y aura élection en 2023 tel que l'a promis et décidé le chef de l'État. Non, comme c'est prévu par la Constitution. Exactement, mais le chef de l'État l'a confirmé. Il est obligé de respecter la Constitution. Ce n'est pas une promesse. Ce n'est pas une promesse. Merci beaucoup. C'est prévu par la Constitution. Merci, Maître Trésor Lumungo. Il a également confirmé qu'il y aura prorogation de l'état du siège dans la partie est de la République démocratique du Congo jusqu'à ce que la paix sera retrouvée dans ces coins du pays. Moi, la question que je pose en 2023, comment pourrions-nous organiser les élections si jamais, à la partie est de la RDC, il y a toujours l'état du siège? C'est le gouvernement militaire, les autorités militaires qui pourront organiser les élections dans ces coins? Disons que concernant l'état des sièges, je suis très malheureux de vous dire déjà que la procédure suivie pour la proclamation de l'état des sièges, nous l'avons toujours chez nous à SAMAF désapprouvée. Déjà, c'est la même procédure que l'état d'urgence. Quand on a proclamé l'état d'urgence, nous avions dit qu'on avait violé la Constitution et c'était pas bien. C'était une erreur. On pensait qu'avec l'état des sièges, le président de la République allait se racheter. Parce qu'il faut et il est obligatoire, suivant l'article 119 de la Constitution, il est obligatoire que le président obtienne l'autorisation du Congrès. Quand le président, l'ancien président du Sénat, l'honorable Tambo Mamba l'a dit, on a dit non, c'était un congrès convoqué pour destituer le président de la République. Vous voyez les gens qui vivent dans un monde où on ne sait pas, ils sont dans le monde des féticheurs ou quoi. Pourtant, la Constitution est claire, le congrès est compétent pour donner autorisation au président. Parce que il ne s'est jamais rattrapé. La prorogation n'est faite que par l'Assemblée nationale du Sénat. Avant d'aller chercher la prorogation, c'est la preuve que c'est le congrès qui autorise. Parce que si vous allez chercher la prorogation et qu'au départ vous n'êtes pas passé par là, donc moi je continue à dire que le président de la République, en proclamant l'état des sièges sans se référer au congrès, a encore une fois persisté dans l'erreur. Il aurait dû corriger son erreur du départ. Et on allait comprendre que c'était une erreur. Mais c'est diabolique que de persister dans l'erreur. Mais à l'époque, il avait le main lié. Quand j'ai dit ça, c'est-à-dire le FCC qui, à l'époque, dirigeait et s'assoit l'Assemblée nationale. Et le Sénat ne l'avait pas aidé à... Non, tout ça c'est faux. Les gens ont compris tout ce qu'il avait besoin. Les gens pourtant, c'était pour le bien-être de la population de la partie Est. Les gens ont compris que c'est faux, Patrick. Les gens ont compris que c'est faux. On disait que le FCC bloquait la machine. Quelles réformes? Ils ont maintenant la majorité. Quelles réformes ils ont entreprises après les basculements par la corruption de la majorité? Les mariages à $500 ou la loi Tchani. Ce sont les deux réformes là. Dites-moi quelle loi, quelle initiative est passée à l'Assemblée nationale comme réforme. Nous avons eu des réformes fiscales, nous avons adhéré à l'OADA avec le président Kabila, nous avons eu la réforme du Code des investissements. Quelles sont les réformes qui devaient passer sous les FCC cash qu'on bloquait, qui sont passées aujourd'hui? La réforme sur le mariage, la réforme de la loi Tchani ou quoi?
Voyez? Donc ça, c'est une blague. Libre-échange commercial? Non, c'est une fausse blague. Tout le monde a compris que c'est une blague et c'est un mensonge. Les mensonges n'ont jamais eu longue vie. Voilà, la vérité finit par arriver. Moi, je vais répondre à votre question concernant l'état de siège. L'état d'urgence et l'état de siège sont des circonstances exceptionnelles. N'est-ce pas? Et en tant que circonstances exceptionnelles, on ne peut pas en faire un mode permanent de gestion de l'État. C'est vrai que aussi longtemps que les mobiles, les motifs qui conduisent à la proclamation de l'état des sièges existent, il est compréhensible qu'on puisse proroger l'état des sièges. Mais en même temps, est-ce que pour faire la guerre à l'Est, contre les M23, contre tous les groupes qui ont été défaits par l'armée congolaise sous le président Kabila, vous avez appris les opérations Sokola 1, s'il vous plaît. Les opérations, s'il vous plaît. Les opérations Sokola 1. Mais justement, aujourd'hui, notre armée se bat contre quelques terroristes. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Quelques quatre, s'il vous plaît. Ils se battent contre ADF. Mais les FARDC ont fait face à une armée soutenue par les armées puissantes des pays étrangers. Les CNDP, ce n'est pas ADF. Les MV3, ce n'est pas ADF. L'armée congolaise, sous le président Kabila, a défait ses forces avec la stratégie mise en place, diplomatie et la puissance des feux. On n'a jamais proclamé l'état d'urgence pour ça. En fait, l'état de siège, c'est un cadre. L'état de siège n'amène pas des armes nouvelles au FARDC. Ça n'amène pas une stratégie militaire nouvelle. Pour faire la guerre, pour combattre ces forces qui tuent nos compatriotes, on a besoin des armes, on a besoin de l'implication de la société civile, on a besoin d'une stratégie intelligente. L'état de siège, c'est un cadre qui a comme conséquence de priver, de suspendre, de donner un pouvoir de suspension de certains droits et libertés fondamentales. Malheureusement, je ne crois pas que pour gagner la guerre, on a nécessairement, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais je dis qu'on n'a pas nécessairement besoin de restreindre les libertés publiques. Donc, il pense que la solution est politique. Mais je vous ai dit, avec les CNDP, c'était une solution militaro-politique. On a signé un accord, on a négocié, c'est passé. Les CNDP devaient se convertir en parti politique. Quand les M23 est venu, on a corrigé les M23. Et tout Congolais se sentait fier quand nos militaires ont défait les M23. Bon, aujourd'hui, il faut restreindre les libertés. Moi, je pense qu'on peut faire la guerre sans restreindre les libertés des gens. Parce que quand les gens sont privés de certains de leurs droits, de certaines de leurs libertés, ce n'est pas chose aisée. Peut-être nous sommes ici, mais ceux qui sont là-bas, l'état du siège, c'est comme une prison. Carrément. Et comment organiser des élections dans ces coins, avec l'état du siège? Non, mais l'auteur... C'est possible? Bon, l'état de siège ne signifie pas que l'État ne continue pas à fonctionner. L'État fonctionne, les institutions de l'État fonctionnent, seulement que à la tête de ces institutions, on a des compatriotes aussi qui servent l'État sous les drapeaux. Oui, qui servent l'État sous les drapeaux. Mais malheureusement, certaines libertés, parce que pendant la période de la campagne électorale, on a besoin d'exercer toutes ces libertés. Exactement. Or, l'état de siège est un cadre de privation, de restrictions, de suspension de certains droits et de certaines libertés. On se demande ce qui sera exactement décidé dans ces coins du pays. On ne va pas restreindre la liberté des candidats à battre campagne, on ne va pas limiter les déclarations de certains candidats, parce qu'aujourd'hui, nombreux sont arrêtés et jugés au nom de l'état de siège. Donc, je pense qu'il faudra bien réfléchir, même si je sais qu'on peut organiser des élections sous l'état de siège, ce n'est pas interdit. Les institutions de l'État vont fonctionner. Mais en même temps, je me dis que la liberté qui caractérise cette période de la campagne électorale n'est pas compatible avec les cadres de l'état de siège. Ce qu'il faut, l'état de siège signifie que certaines libertés, notamment celles dont on peut avoir besoin pour battre campagne, pour aller aux élections, peuvent être suspendues ou restreintes. Parlons de la restriction de la liberté des populations et surtout de militants des partis politiques. On a tous assisté à une répression sanglante et violente de la part de cadres de la MOUCA. Je ne sais pas, vous, si on doit comparer par rapport à l'état des droits et aux 18 ans de M. Kabila, pourrons-nous dire que l'état des droits est vraiment effectif en RDC? Non, moi je suis encore une fois satisfait et très content de ceux qui donnaient des leçons quand ils étaient dans l'opposition, parce que
on pensait que le fonctionnement de l'État n'impliquait pas les recours à la force. Le maintien de l'ordre est une responsabilité de l'État. Et le maintien de l'ordre signifie aussi quand l'ordre public est menacé, que la quiétude, la sécurité des biens et des personnes est mise à mal, que l'État fasse recours aux forces de police, qu'il fasse recours à la force. Et les gens trouvaient que c'était de la dictature. Aujourd'hui, je ne sais pas quel nom ils vont attribuer à ce qu'ils font. Je n'ai pas de commentaires à faire. Je crois que le moment venu, comme quelqu'un l'a dit en 2023, on tirera bien les leçons. Parce qu'on pensait qu'on allait laisser les gens manifester sans respecter les règles. Démocratiquement. Oui, mais aujourd'hui, non. Les manifestations démocratiques se font suivant les règles établies dans l'État. Quand les régimes précédents rappelaient ces règles, on disait que c'était de la dictature. Mais aujourd'hui, on voit qu'on ne fait pas la différence. On fait peut-être pire que ça. Quand vous voyez un journaliste brutalisé, tel que moi je l'ai vu, non. Des opposants malmenés, pratiquement. Franchement, je crois que ça, ce n'est pas ce qui se faisait sous le président Kabila. Franchement, on pouvait interdire une manifestation, mais aller jusqu'à brutaliser physiquement un journaliste qui couvre une manifestation, je crois qu'on en fait trop. On en fait trop. C'est une dérive, malheureusement, une dérive qu'on attribue à l'état des droits. Oui, parlons de violation de droits de la population congolaise. Maître, on assiste actuellement on a assisté à l'audition du ministre du PTNTIC par rapport à la fameuse taxe qu'on appelle RAM, qui fait jaser beaucoup et qui pratiquement est traité d'arnaque de la population à la population congolaise. Vous, à votre niveau, comment vous évaluez cette situation? Je ne sais pas pourquoi vous appelez ça taxe. Qu'est-ce qui vous dit que c'est une taxe? Parce que si c'est une taxe, il faut qu'il y ait une contrepartie, une prestation que l'État fournit en contrepartie de laquelle nous payons cette taxe. C'est ça la taxe. Mais là, nous ne voyons pas la contrepartie. À un moment donné, on disait si vous perdez les téléphones, cette taxe permet à ce qu'on retrouve les téléphones. Je ne sais pas si ça existe où. Je ne sais pas si les gens qui perdent les téléphones à Victoire et à Kingasani, la taxe RAM permet de retrouver les téléphones. Vous voyez que ça n'a aucun sens. Je ne sais pas si, même quand on ment, il faut savoir mentir. Quand vous ne savez pas mentir, c'est un mensonge cousu de fil blanc sur un tissu noir. Tout le monde voit que c'est mal. On a pratiquement enregistré 25 000 $, qui a accompagné également la gratuité de l'enseignement, selon les dires du ministre. Non. Dans ces cas, ce sera, je ne sais pas. Mais en quoi c'est la gratuité? Vous prenez notre argent à gauche pour nous financer l'enseignement. Mais c'est notre argent. C'est comme si le mode de paiement a changé. On ne paye plus à l'école, on paye à travers les unités et l'État paye les enseignants. Je ne vois pas en quoi c'est la gratuité encore. Donc, je ne comprends, je manque de mots, je ne sais pas comment qualifier cette histoire. Ce n'est pas un impôt parce que l'impôt est institué par une loi. C'est le Parlement qui a institué un impôt. Donc, ce n'est pas une taxe parce que nous n'avons pas de contrepartie, nous ne savons pas. Tantôt on dit c'est l'enseignement, la contrepartie doit être directe dans la taxe. Je paye pour avoir les certificats de nationalité, je paye pour avoir l'acte de naissance, c'est l'argent que je paye, c'est une taxe. En contrepartie, l'État me fournit une prestation. Mais dans le cas d'espèces, il n'y a aucune prestation. Et ça a quand même permis d'élargir un tant soit peu l'assiette fiscale. Non. L'assiette fiscale ne peut s'élargir que dans le respect des règles. Vous ne pouvez pas dire pour avoir beaucoup d'argent, mais sinon tout le monde, le président Kabila pouvait le faire. Il commence à nous prendre, nous tous, l'argent comme ça, sans raison. Si vous voulez instituer un impôt, vous instituez un impôt. Et la loi institue un impôt. Vous voyez? Et là, nous savons que nous payons un impôt. Si c'est une taxe, dites-nous en contrepartie de quoi nous payons cette taxe. Voilà, comme ça. Mais déjà, ça va énerver les Congolais. Quand nous achetons les téléphones, c'est lui qui importe les téléphones, qui vend les téléphones. Il paye un impôt sur les bénéfices. Tous ceux qui vendent les téléphones, ils payent un impôt sur les bénéfices. Nous qui achetons les téléphones, nous payons la TVA. Dans le prix du téléphone, il y a la TVA. Quand vous achetez les unités, c'est lui qui nous vend les unités. Les sociétés de télécommunications payent l'impôt sur les bénéfices. Nous qui achetons les unités, payons la TVA. Nous qui achetons les unités, quand tu achètes déjà les unités, tu payes la TVA. Bon, je ne sais pas pourquoi nous ajouter une taxe ou un impôt, je ne comprends rien, absolument rien. Vous êtes libre penseur. La RDC se dirige droit vers un mur
il y a de l'espoir ou qu'est-ce qu'on peut s'attendre des autorités par rapport à tout ce que nous vivons et voyons aujourd'hui? Non, je pense que pour le message de la fin, il est important qu'on aille aux élections. C'est la seule solution, qu'on aille vite aux élections. Et pour aller vite aux élections, je pense que les animateurs des confessions religieuses doivent nous aider. Ils doivent nous aider en faisant quoi? En regardant sur la longue liste. Une longue liste qui comprend les noms des Congolais valeureux et compétents aussi, que M. Kadima. Et voilà, si on venait seulement mettre de côté les noms de M. Kadima, on pourra trouver les consensus sur un autre nom. Mais c'est quand même, comme dernier mot, j'aimerais que les chefs de confession religieuse respectent aussi leur propre statut. Parce qu'on a fait allusion au statut de confession religieuse quand on a dit que c'est le président qui est de l'Église catholique et le vice-président de la CENI qui engage ces regroupements. Donc, je ne sais pas pourquoi les représentants légaux des églises de réveil se comportent en chef de ces mouvements. Bon, le statut ne lui donne pas le droit de signer ni de transmettre les PV. Alors, nous ne comprenons pas. Quand il dit que le travail a été bien fait, c'est un travail différent de celui qui a été fait à l'époque de Malona. En quoi? Qu'est-ce qui différencie le travail que lui a fait de celui que Soni Kafout avait fait? C'est quoi la différence? Donc, il ne faut pas qu'on trompe les peuples de Dieu. Je sais que vous avez la conscience et Dieu vous regarde. Il est très important aujourd'hui de mettre de côté les noms de Kadima. Il faut parfois avoir un plan B. Comment vous n'avez qu'un seul plan? Mettez Kadima de côté, cherchez quelqu'un d'autre. Et puis sur ce nom-là, on verra la réaction de l'ECC, de l'Église catholique. Quand vous gérez sur un seul nom, en tout cas, vous voulez que les gens meurent. Ce n'est pas bien. Merci beaucoup, Maître Trésor Lungungu, pour ce message et mot de la fin. Merci pour cette émission. Vous, chers téléspectateurs qui nous avez suivis de partout à travers le monde, puisque nous sommes satellites, merci de nous faire confiance et restez branchés sur le programme de vos antennes. Au revoir.